Est-ce que tu es prêt? Oh bah moi je suis prêt, regarde, on n'est pas loin. Hein. Déjà, il y en a beaucoup qui te connaissent, mais il y en a quand même qui ne te connaissent pas. Donc, présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, présentation à la connexion de la Joute depuis que je la connais. Ouais, déjà, toi, qui tu es Enfin, et comment tu es arrivé dans le monde de la joute? c'est tout simplement, je suis arrivé dans le monde de la Joute quand le club de Joute a été créé en 1959 à Ternay. Il faut quand même savoir que dans notre région, le gros club de Joute, c'était Faisin. Et avec beaucoup de gens de chasse. Des Ternésards étaient avec les chasseurs à Faisin. Ouais. Après, chasse est devenu une entité. Les Ternésards sont allés à chasse. Et quand il y a eu suffisamment de monde, en 59, le président fondateur, c'était Louis Guichard, mon oncle, avec mon père, M. Vignal, tout un tas d'anciens. Et moi, j'avais 12 ans à l'époque. Hein. Donc, j'ai côtoyé la Joute au bord du Rhône parce qu'il n'y avait pas le canal, il n'y avait pas l'autoroute. Le village descendait au bord du Rhône. C'était les Launes, le Rhône, c'était notre terrain de jeu. Hein. Et puis, petit à petit, on rentre dans le système parce que les parents y sont. En fait, je pense que. Comme beaucoup, c'est une histoire de famille. Voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis la Joute s'est faite. Et puis j'ai jouté, mais comme j'avais pas beaucoup de temps, mais j'avais deux passions, c'est les joutes nautiques et le rugby. Et au rugby, il s'est fait en sorte que je suis allé à l'arbitrage, parce que le club de Pays d'Amande, et ça s'est super bien passé, j'ai gravi les échelons assez vite. Et puis j'ai eu la chance d'arbitrer en première division. Hein, donc, au rugby? Ouais. En 88, mon premier match à Toulon. Ouais. Et j'ai fait pendant 3 ans, parce que je n'étais pas assez disponible. Moi, je travaillais au chemin de fer, il ne m'arrangeait pas pour avoir des jours pour les arbitrer. Donc je me suis bien amusé. Après, dans l'arbitrage, c'est pas le rugby hein, que j'ai tout appris. J'ai été président des arbitres en Rhône-Alpes, là, et puis superviseur pour la fédération, pour les arbitres espoirs, pour enfin tout un tas de choses. Des bons résultats avec des arbitres qui sont au premier plan, hein, donc qui sont allés à la Coupe du Monde. Hein. Okay. Et donc, c'est cette chance qui m'a mis dans l'arbitrage. Et un jour, tout bêtement, en étant sociétaire à Ternay, j'ai été désigné en rugby sur un match de Fédéral 2 à Annemasse. Okay. Et au bord de la touche, j'entends « Oh l'arbitre, oh l'arbitre !» Je me retourne, je vous le donne en mille, qui était au bord de la touche, Totoche, Monsieur Augereau. Okay. Et il avait un copain d'Annemasse qui l'avait invité, moi il s'est trouvé. Et alors il m'a chambré un peu, puis à la fin du match il me dit écoute, il va falloir que tu viennes, on n'a pas beaucoup de monde, tu viendras à la Joute. Je dis ouais mais j'y connais pas grand chose dans l'arbitrage de la Joute, mais on va se débrouiller. Puis ça s'est enclenché comme ça, quoi. En 78 à peu près. Ok, donc c'est par le biais du rugby en fait. Oui, et après ça m'a. Par la suite, j'ai beaucoup appris par le rugby parce que c'est vachement structuré, donc ça donne des pistes de travail. Après, il faut s'investir. Hein. Et dans l'arbitrage, que ce soit l'un ou l'autre, je pense pour toutes les disciplines, c'est pareil. Pour bien maîtriser, c'est compliqué, mais le cadre, c'est déjà de bien connaître les règles pour ne pas en sortir quand on est en fonction. Ouais. Et donc, avoir des propos, des mots choisis. En fonction des gens, on doit sentir un peu les tensions pour dire un peu de fermeté s'il faut, ou un peu d'humour légèrement, mais sans vexer la personne, pour concilier. Parce qu'à la Joute, moi je dis, c'est un sport, tout le monde veut être sportif, au même titre que dans les autres disciplines. Mais les licenciés, ils se ressentent comme des grands champions. Ouais, complet. Voilà. D'un autre côté, il faut quand même pas oublier le ludique, le festif. Et la difficulté, c'est d'arriver à arbitrer avec rigueur, mansuétude et compréhension des situations, c'est-à-dire pour faire fuir les gens, mais les accepter quand ils ont des doléances, mais tout en restant ferme. Et ça, c'est la connaissance du règlement. Et après, on peut faire du ludique, ou s'il y a une situation de passe de joute acrobatique, on va dire, il faut aussi des fois prendre le micro pour dire un mot, pour mettre de la gaieté, enfin pour mettre un peu de joie ou faire rire un peu tout le monde, tout en restant rigoureux. Voilà. Et par rapport à ça, toi, ton expérience en tant qu'arbitre de rugby,
est-ce qu'elle a eu un impact sur ta manière d'arbitrer à la joute? Totalement. Et est-ce que, du coup, qu'est-ce que ça a apporté aux autres arbitres? Parce que peut-être qu'ils avaient une autre manière d'arbitrer et quand tu es arrivé, ça a peut-être un peu changé. En fait, moi je suis arrivé, j'ai été président des arbitres Rhône-Alpes hein, Et national aussi? et national en 93 pour remplacer M. Augereau. Et là, il a fallu mettre en place avec les autres. La commission nationale des arbitres, elle n'existait pas, c'est moi qui l'ai créée. Ok, il n'y en avait pas du tout. Non, il y avait un règlement, c'était M. Augereau qui faisait président pour toutes les ligues comme ça, il n'y avait pas de commission. Ok. Et donc moi j'ai dit que tous les présidents des arbitres de chaque ligue seraient des vice-présidents. Et après, ça s'est monté. Le bouquin de la commission nationale, c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces. Ok. Voilà. Avec les disparités des méthodes d'un côté et de l'autre, mais que la cohérence administrative soit la même pour tous. Et après, la spécificité, c'est chaque méthode fait son règlement, ses modifications, et les arbitres sont là pour appliquer le règlement qui est issu de leur méthode. Et puis comment dire, les arbitres, c'est aussi des gens qui ont de l'observation et qui peuvent, lors des évolutions du règlement, apporter leurs mots. Mais c'est pas eux qui ont le dernier mot, mais par rapport au vécu qu'ils ressentent sur les compétitions, ça fait remonter des infos pour dire bon, le règlement, on va le modifier comme ça. Il y a peut-être une coquille là. Voilà. De toute façon, on l'a vu encore récemment qu'il peut avoir des fois encore des petites coquilles dans le règlement et Oui, c'est mais via ça, des c'est décisions d'arbitre que. Et c'est pour ça que moi j'ai été assez rigoureux. Hein. Je dis on ne peut pas être déjà rigoureux sur la tenue de l'arbitrage. Sa première chose, l'arbitre il doit être reconnu, identifié comme tel avec le macaron. Ça fait la différence avec celui qui n'est pas arbitre parce qu'il y a des soucis, c'est plus la même règle qui s'applique. Ouais. Hein. Donc tenue correcte, pourquoi? Parce qu'on exige des jouteurs une rigueur de tenue, de comportement. Donc la première image, c'est celle qu'on leur donne soi-même. Voilà. Et après, il faut savoir aussi qu'un arbitre, quand il n'est pas désigné, s'il va à une manifestation de joute, il est toujours regardé en disant bah tiens, il n'est pas désigné, je lui dis mais c'est toujours l'arbitre. Donc il faut faire attention à son attitude et son comportement, parce que si on est le premier client de la buvette toute la journée, et on dit regarde, même moi je le dis, hein, regarde-moi le là, il est sous comme un cochon et il nous fait chier le dimanche. Puis même pour l'image de notre sport, mais etc. oui, mais c'est comme dans la vie un peu politique, un peu professionnelle et tout. On ne peut pas avoir des responsabilités et être le premier à les galvauder. Voilà, c'est clair. C'est simple. Voilà. C'est clair. Et donc, voilà. Par rapport du coup à tout ça, donc toi tu as commencé il y a longtemps. En 78, j'ai été arbitre. Après j'ai été nommé président des arbitres en Alpes. Et après, j'ai remplacé M. Augereau en 93, président national. Donc tu as vécu beaucoup d'évolutions dans le monde de la joute. Ouais. Et la plus grosse au niveau de l'arbitrage, c'est l'apparition de la vidéo. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a été une bonne chose? Oui. Mais Et en quoi ça l'a aidé? alors, la vidéo, c'est M. Augereau qui l'a mis en place. Et quand après, moi, j'ai pris la suite, je l'ai imposé à partir des demi-finales des deux côtés. Okay. Parce qu'il faut savoir, je me suis rendu compte, hein, quand on a la vidéo inverse, il y a sur les 16 titres que l'on donne, il y en a à peu près 3 qui changent d'épaule grâce à la vidéo inverse, avec les infos qu'elle fait remonter dans l'observation. Okay. Donc c'est important. Après, sans cette vidéo, il y aura peut-être un autre champion. Eh bien, ça sera un autre champion. Moi, j'ai connu des situations, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, la vidéo, elle est tombée en panne. Hein. C'était un groupe électrogène, c'était un Melun. Ouais, je peux le dire, hein, en fait. C'était un Melun et une passe de joute entre deux jouteurs, un chasseur aussi et un Givordin. Okay. Et on a, par rapport à l'observation, la vidéo, il n'y avait plus de vidéo, il a fallu prendre une décision. Le jury ne peut pas dire aux jouteurs, vous recommencez à refaire la passe, elle était faite, elle était valide. Bon, mais ils ont pris une décision et on a attribué un titre à un des deux jouteurs. Et après, quand c'est fini, chacun vient avec son portable, bah regarde, bah j'ai été obligé de reconnaître que oui, si on a vu la vidéo, le titre aurait été de l'autre côté. Donc la vidéo, c'est un outil d'appoint. La première chose à faire, c'est de bien observer en direct pour aller chercher le petit détail et non pas dire on parle, on discute. Non, on est concentré parce qu'après on va chercher le détail sur la vidéo. On ne fait pas l'inverse. Parce que si ça tombe en panne, les jouteurs ont jouté, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir le courage de prendre une décision, bonne ou mauvaise, mais il faut la prendre. Voilà. Défaut zéro, ça n'existe pas.
Et du coup, tu parlais aussi de potentiel, peut-être erreur ou coquille qui peut arriver. Bah là, par exemple, avec la vidéo, euh, comment on se sent quand on est arbitre après avoir fait bah, je vais pas dire une erreur, mais on sait qu'on la décision, elle est comme ça. Ben moi, je le dis ouvertement, je la pose, je vous le dis, et puis je l'ai dit aux gens concernés après, quand Ouais. on a vu. Et les mecs, c'est la meilleure façon de dire, ben, on est humble, on est comme tout le monde. Hein. Ah, on fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. C'est comme au rugby, le mec, il a un 2 contre 1, il donne pas la balle, il la garde, il se fait prendre un bon rampon. Et avec elle a donné, il fait une faute de jeu. Bon, ben nous, on peut pas dire que ce soit une faute de jeu, c'est une appréciation, c'est une décision à prendre avec les éléments qu'on a. Il faut toujours que la décision soit prise avec une évidence. S'il n'y a pas d'évidence, ça doit profiter aux jouteurs ou aux joueurs. Si c'est voilà. Et dans votre préparation, est-ce que, enfin, déjà, est-ce qu'il y a une grosse préparation vis-à-vis des événements comme ça pour Pour les on va arbitres dire, ouais, pour les arbitres, pour minimiser bah, les erreurs, pour maximiser la coordination? Eh ben déjà, quand on fait la réunion de début de saison, puis de fin de saison, celle qui fait le bilan pour préparer la suite, c'est de, comment dire, poser le décor, hein, et voilà. Et puis que d'un dimanche sur l'autre, on dise pas, ben lui, la semaine dernière, il m'a arbitré comme ça. Puis lui, non, tout le monde doit avoir à peu près, après les situations sont un peu différentes, mais un tronc commun de cohérence. Et donc, c'est au patron des arbitres, quand on discute, il dit, ben la règle, elle dit comme ça, c'est pas peut-être, c'est comme ça. Ça vous plaît pas? Ben faites changer les règles. Pour le moment, c'est comme ça, c'est tout. Il faut essayer ouais, que tout le monde aille dans le même sens pour. Et les mots ont leur importance Ouais. dans la règle. On dit, il ne faut pas un troisième point d'appui. Ça veut dire quoi dans la tête des gens, appui? Ça ne veut pas dire la goutte d'eau. Appui, c'est ça. Le mot, il est peut-être mal choisi. C'est le problème qu'il y a quand on prend, il a briqué ou pas briqué. Briqué, Est-ce que ça a servi briqué, sur la j'en joute profite ou- pour dire ouais. que c'est briqué et non pas briquet. Hein, parce que beaucoup d'intelligents, parce que ça s'explique, briquet. Vous savez pourquoi on dit briquet? Non? Eh bien, je vais vous le dire. J'en ai aucune idée. Eh ben, ça vient de la marine, on est bien dans des bateaux, là. Ouais. Et le pont d'un bateau, c'est là où tout le monde se promène. Et ils faisaient quoi, les matelots? Eh ben, ils briquaient le pont. C'est balayé, frotté, briqué, comme Ok. on fait dans une maison. Et donc, avec le genou, on vient briquer le pont. Donc, c'est un terme qui est devenu comme ça. Briquer, ça veut dire que ton genou, tu viens essuyer le pont. Ouais, ok. Donc, nous, en l'occurrence, c'est le tabagnon. Voilà. C'est simple, hein. C'est Et- un peu de bon sens. Ok. Ouais. Et du coup, dans la manière de choisir les mots, tu penses que ça a un impact aussi sur votre manière d'arbitrer, par exemple dans le règlement, sur si on n'avait pas mis un troisième point d'appui et qu'on aurait appelé ça autrement, style juste bah, toucher le tabagnon ou autre chose, ça aurait changé la manière d'arbitrer. Ça impacte votre vision des pourquoi choses. puis on va pas changer l'origine de la joute. Ceux qui étaient avant moi, avant nous, ils ont dit un point d'appui parce que quand on joue, si on fait un troisième point d'appui, ça casse le bras de levier là. Hein. Donc ça désavantage l'autre. Il a un troisième point d'appui, ça fait un blocage et ça provoque la faute de l'adversaire. Mais si c'est la goutte d'eau parce que c'est des fois le pantalon, machin, on ne saura jamais vraiment. On ne va pas mettre des contacts électriques. Tu as des fois le pantalon qui flotte un peu, c'est le bateau qui est incliné. Donc après, il faut faire avec sa conscience et être cohérent. Hein. Et si on a un doute, le patron du jury, c'est lui qui mène ses oreilles, des exemples à dire, bon, ben, il y a les devoirs premiers et devoirs seconds. Ce que j'appelle mon devoir premier, c'est en fonction de ta place à la table d'arbitrage, tu as ça à observer en premier, en priorité. Mais après, une fois que tu as vu ça, qu'est-ce qu'on dit? Devoir premier, ben, le bateau démarre, c'est à la position de joute. Moi, quand je suis président du jury, à mes assesseurs avant, je leur dis, quand ça commence à croiser les bateaux, je leur dis plastron. Pas qu'ils viennent me dire après que le plast n'est pas bon parce qu'il y a une influence ou un peu de tchatch. Vous affirmez avant, bon ou pas bon au moment du croisement des bateaux, s'il flotte, après s'il tombe pendant la pique, ça peut arriver aussi. Ouais. Mais je veux dire, déjà regardez ça et après, regardez avec cohérence les détails. Ça, les devoirs premiers. Devoir second, c'est quoi? C'est une fois que le coup de joute, tout ce qui est à observer, le neuf, hein, le lâcher, la première chose c'est le neuf et les yeux tout de suite après, pouf, c'est les mains. Mais c'est un yème de seconde. Ouais, ça va hyper vite. Bon, et ben après les devoirs seconds, c'est sur le coup de joute, même si on a vu quelque chose, des fois on voit des situations qui sont de l'autre bateau. Alors c'est pas c'est pas se cacher devant la faute, c'est dire
il me semble, j'ai vu ça, mais il me semble en même temps, comme ça a croisé, j'ai vu ça de l'autre côté, parce qu'à 2 mètres d'écart, les arbitres, tu as une vision différente. Hein. C'est donc c'est le problème des téléphones. Le mec il te donne le téléphone, tu dis ben oui, si j'avais été là, j'aurais pris la décision. Mais c'est de la table officielle que ça compte. Et donc c'est une équipe et les moindres détails, eh ben, il faut le dire. Après, il ne faut pas tomber dans « Oh, je crois que... hein. Ouais, il faut affirmer les choses après. Ben voilà, mais c'est un travail d'équipe, on est là pour donner de l'équité. Et les gens comprendront qu'on prenne une décision malheureuse si on a tout fait pour rester dans le cadre du règlement et faire de l'équité. Et puis c'est tout. Après, moi j'ai vu des gars qui viennent... c'est même interdit de venir au jury, mais dans un souci de... Parce que moi, ça me laissait un peu froid. J'ai pas manqué le 9. Tu mets la vidéo, tu dis au capitaine, et là, c'est quoi? Bon. Après, c'est le souci des téléphones aussi qui amènent un nouvel angle. Des angles de prise de vue. Qui ne sont pas du coup celles que vous avez vues à la vidéo. Alors, dans le règlement, c'est écrit prise de vue officielle. Ouais. Des caméras des deux bords. Voilà. Et dans les évolutions aussi avec la vidéo, il y a eu ce week-end à Chalon-sur-Saône les arbitres dans les bateaux. Je crois qu'il y avait déjà eu ça il y a quelques années. Parce que la possibilité, c'est qu'elle était de mettre des arbitres, c'était limité. Ouais. Il n'y a pas de possibilité sur la Saône de mettre un ponton pour mettre. Donc il manquait la caméra. Mais s'il y avait la caméra, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de mettre des arbitres dans les bateaux? Et de rajouter du monde avec, tu sais, au talkie-walkie, ça rajoute un peu aussi d'échanges entre les arbitres. Moi je suis pas, parce qu'il y avait. Après, le problème, c'est de trouver du monde. Et des arbitres qui restent la journée, assis, couchés dans le bateau, toute la journée. Et des gens qui ont le courage, avec les gens qui sont autour, les jouteurs, de ne pas subir la pression de Pierre-Paul. Je vois qu'il faut des mecs. Qui aient du caractère et qui s'en foutent de la couleur du maillot. C'est compliqué de rester neutre tout le temps. Parce que toi, tu fais partie du club de Ternay, tu as arbitré forcément des je me suis pris souvent avec eux. Hein. À Chalon, là, mais gentiment. Hein. Je dis, vous n'allez pas me dire que ça. Dimanche, Anthony Hellman, il fait mouiller pour un briquet. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, écoute, si c'est moi, il y a longtemps que c'est pareil. Hein. Je n'irai pas chercher des mots pour te pardonner. Hein. Tu veux trop en prendre, c'est bien fait pour toi. Hein. Et non, mais tu peux pas. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Tu as toujours réussi à rester neutre. C'est pas quelque chose qui est hyper compliqué pour toi. Pour être neutre, il faut être factuel. Tu observes telle ou telle chose, le règlement te dit tel comportement. Tu restes dans ce cadre. Il y a des fois, je trouve que c'est injuste. Mais si c'est injuste et que le règlement dit que c'est comme ça, tu restes dans le cadre du règlement. Parce qu'après, tu n'auras plus de limites. Un coup, c'est comme ça, le coup d'après, c'est comme ça. T'en finis plus. Après, il vaut mieux se faire houspiller, mais toujours de la même manière, avec le même rigueur. Les mecs vont dire, putain, aujourd'hui, ça va encore. Oui, c'est comme ça. Mais vous le savez, ça sera comme ça. Voilà. Il faut rester dans le cadre du... Mais attends, mais c'est l'équité que tu dois donner. Mais c'est hyper ingrat d'être arbitre, parce que toi, on sait que tu fais partie d'un club, il y aura toujours du monde à côté qui dira peut-être que tu avantages telle ou telle personne. Et pour un arbitre, je trouve que c'est hyper chiant de toujours être face à ça. C'est avoir dans sa tête la réponse appropriée avec un article du règlement. Voilà, c'est simple. Tu dis, moi je veux bien, mais ça me contrarie. Moi, je l'aurais bien voulu, mais le règlement me l'interdit et ça sera le règlement. C'est quoi t'en finis plus. Ouais, on est tous des pleureurs et des pleureuses. Tu te fais arrêter sur le bord de la route, dis-moi, t'as roulé à 5 à l'heure de plus. Vous êtes sûr, monsieur? On est tous pareils, mais il faut l'admettre, ça. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais après, il faut y mettre des limites, de la politesse et des sourires un peu, quoi. C'est quoi la finale qui a été la plus compliquée pour toi arbitrer? Ou même pas forcément la finale, s'il y a un challenge dans tes souvenirs, un moment où tu t'es dit, là, soit c'est compliqué parce que peut-être que les deux jouteurs étaient compliqués à arbitrer de par leur position, de par les passes qu'il y avait, ou alors les conditions, style pas de vidéo. Le coup de Melun, là, de toute ma carrière, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, en finale du championnat de France. Hein. Donc en plus, ça a un énorme impact. Mais après, les gens, ils sont pas d'accord ou n'importe. Mais par rapport aux questions qu'on s'est posées avec la table d'en face,
Les assesseurs de chaque côté, tu fais sa tête, tu te dis est-ce qu'il s'est avachi avant, est-ce que ben non, hein, il n'a pas manqué le 9, il a pas. Bon, mais le gars il a touché, il n'a pas touché, est-ce que. Et après, ben, tu dis ben. On a une chance sur deux de se planter, mais on prend des décisions avec l'observation qu'on a eue en direct. Voilà quoi. Et c'est ça que la vidéo permet de faire, c'est de corriger, affiner des erreurs, quoi. Enfin des erreurs, être plus pertinent dans l'observation, dans la décision. Est-ce que toi, t'as déjà eu des regrets sur une finale où tu t'es dit, là j'ai vraiment fait une erreur ou j'aurais pu vraiment faire mieux que ce que j'ai fait? Est-ce que c'est courant pour un arbitre d'avoir des regrets sur des événements, sur des finales? Pas des regrets de la façon dont on a arbitré, parce qu'on a toujours pris les éléments qu'on a observés, qu'on a sélectionnés. Par contre, après, quand c'est tout fini, quand tu apportes tout autre chose, tu dis putain, mais c'est pas possible, on n'a pas vu ça, quoi. Ou si on avait une caméra décalée de 5 mètres, c'est comme quand ça croise mal, puis qu'on se lève de la table pour vite aller voir. Donc tu as un autre angle de vision. À la limite, on ne devrait pas le faire, mais on le fait parce que tu peux 4-5 mètres pour les voir, pour pas faire rejouter les mecs, parce qu'ils ont quand même jouté. Moi, on m'a eu dit, des arbitres, des collègues arbitres, ouais, mais là, on n'a pas vu la passe parce qu'il y avait des têtes devant ou machin, donc j'annule la passe. Je dis, mais t'as pas le droit. Elle a ajouté la passe, tu peux pas. Les jouteurs, ils peuvent pas refaire 2 fois la même. Tu vas glisser le coup d'après, ça va être. Tu dis, moi j'aurais dit, vous débrouillez. La passe elle est valide, les barreurs n'ont pas signalé trop large ou touché. Il n'y a pas de problème signalé par les barreurs. Et bien la passe elle est valide. Vous jugez avec les éléments que vous avez. Vous n'avez pas à refaire la passe. Parce qu'à ce moment-là, on va le faire 10 fois dans la journée. Voilà. Après, il faut du courage. Hein. Ouais, carrément. Mais du courage, mais de l'amour du sport qu'on fait. Parce que tu crois que moi, si j'y suis ou j'y traîne encore, depuis l'âge de 12 ans, et j'en ai, tu vois, 77, tu vois bien comment ça fait, quoi. Ça veut dire que tu aimes, quoi. Mais après, tu aimes et tu fais ton job. Voilà. Et est-ce que dans la manière d'arbitrer actuellement, tu penses qu'il y aurait des choses à changer ou tu penses qu'on a atteint, on va dire, le maximum de ce qu'on pouvait faire dans le monde de la joute? Moi, je pense qu'on peut faire plus, mais c'est dans la tête des gens qui viennent à l'arbitrage. Ils ne sont pas assez imprégnés des hautes responsabilités qu'ils ont de leur fonction. On ne peut pas dire, quand on demande les disponibilités, ben oui, ben là je peux que le matin, ou là ben, je peux que l'après-midi. Non, la cohérence d'un jury, quand la compétition commence, la joute appartient aux jouteurs. À partir de l'évolution des cadets, quand ça démarre, jusqu'au bout, la joute se construit au fil des passes. Donc ça t'amène, sur la même journée, à prendre des décisions cohérentes. Si tu l'as fait pour telle paire de jouteurs, tu as pris telle décision dans la même situation. Après, tu dois rester cohérent, tu dois analyser de la même façon. Tu changes le jury, et ben, tu rebouleverses, il n'a pas vécu l'avant. Il ne va pas pouvoir avoir une continuité de pensée pour dire l'équité. Bon, on a pris cette décision-là, on y reste toute la journée. Hein, parce que devant tout le monde, plus personne ne comprend. C'est pour ça que moi je dis, bon, ben, on change de jury parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres, mais on ne doit jamais changer le président du jury. Parce que c'est lui le ciment de la cohésion depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est lui qui doit un petit peu diriger ses oies. Il va leur dire, allez, attention là, regarde ça, les stimuler. Et puis après la passe, hein, le temps que ça se remette en place, bon, ben, on en rediscute, sans le micro, voilà, dans un souci de travail. Et puis après, à la formation, ben, il faut un peu de la vidéo, et puis travailler. Les gens, ils viennent même pas aux réunions d'arbitre. Alors, bon, puis moi, j'en vois qui ont des comportements, c'est bon, quoi. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pas simple, mais du coup, qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui bloque dans... Pourquoi les gens ne veulent pas s'investir en tant qu'arbitre? Parce que toi, tu as eu un énorme investissement et tu l'as toujours eu parce que tu l'as même fait au rugby. Parce que j'ai aimé, et puis quand j'ai toujours été là où je me suis engagé, j'ai toujours assumé. Voilà.
Moi, je me rappelle quand j'ai été nommé président des arbitres en ONAP, là, c'était en 96. Je travaille encore. Je leur ai dit, c'est les présidents d'en haut qui nommaient. Hein. Moi, je dis, il ne faudra pas venir me dire, disons, il y a eu une réunion, tu n'es pas là. Je dis, parce qu'encore, je travaille, moi. Hein. Je dis, mais par contre, c'est comme ça et comme ça. Après, on en reparle après, on refait, mais il ne faudra pas me mettre un coup de machin parce que ça ne se fera pas. Hein. Et puis après, tu mets en place et tu choisis ton équipe pour travailler, pour... bon. Ouais, moi, j'ai fait... Je dois énormément au rugby et à cette mentalité, même si des fois, c'est pas facile, hein, mais tu sais, moi, quand tu es arbitre, puis tu as des mecs à qui tu t'adresses, ils te mangent la soupe sur la tête parce qu'ils sont plus balèzes. Tu dis, monsieur, à 10 mètres. Et puis, aux arbitres, je l'ai dit plusieurs fois, au micro, on ne tutoie pas les gens. On a du respect. Bon, j'ai jamais tutoyé quelqu'un quand vous changez de bateau. J'ai jamais dit que tu changes de bateau. C'est un licencié qui est respectueux. Toi, tu dois le respecter en tant que licencié. Tu dis pas, oh, non. Vous, quand on est ensemble comme ça, on va pas se faire la jouer. Machin. Ouais. Mais sur une compétition, tu as des élus, tu as des partenaires, tu as un public de Chaland qui passe là, qui viennent de n'importe. À Chalon, l'autre jour, moi je suis tombé, des gens, mais comment? En haut, c'était. Ils étaient appuyés comme ça. Ben, je suis allé donner des explications. Ils ont vu que j'avais le blouson, donc j'aurais dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ben si on veut porter notre joute, la faire voir, parce que on en souffre par rapport à celle de 7. Hein. Ouais, complètement. Mais on n'a pas à rougir. Mais nous, eux, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils sont nickel au niveau de la tenue et tout. Hein. Que nous, des fois, c'est la foire d'empogne, quoi. Hein. Un maillot bleu, un blouson, une casquette comme ça, un machin autrement. Bon, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on est dans une société où il y a moins de rigueur. Mais si on veut valoriser le ludique, c'est des gags, c'est de la jolie joute, mais c'est une belle tenue pour mettre de l'éclat à la prestation. Tu as fait une comparaison avec la joute de 7, puisque c'est clair que aux yeux des gens, c'est celle qui ressort le plus quand on parle de joute. Pour toi, qu'est-ce qui fait que cette joute ressort plus que la nôtre? Mis à part, oui, il y a le lieu, etc. Mais du coup, est-ce que tu penses que l'évolution de notre joute actuelle, elle est bonne, on va dans le bon sens, ou il y a des choses qu'on devrait changer, qu'on aurait pu changer? Parce que là, on voit, il y en a beaucoup, il y a ce débat de challenge tous les week-ends qualificatifs, etc. Est-ce qu'on ne reviendrait pas aux éliminatoires? Toi, tu penses quoi, toi? Alors, moi, je pense que c'est très... Pour être calé sur la vie moderne, la vie professionnelle et la vie de couple. Et puis tu as vu l'évolution aussi, toi, donc tu peux faire le comparatif. Eh bien, moi, je reviendrai vite aux éliminatoires, demi-finales et finales. Arrêter de casser du monde, libérer des dates pour faire de la joute. Des démonstrations. Un peu plus ludique, qui compte peut-être pour le maillot harlequin, parce qu'il ne faut pas tout tuer, hein. C'est une bonne chose, ça, par exemple. Mais dire... chérie, tous les dimanches, je vais jouter pour... c'est contraignant pour les lutteurs, pour la famille. Les gens, ils savent que éliminatoire, c'est telle date, demi-finale, c'est telle date, et puis on ne fait pas jouter, parce qu'il y en a qui viennent pas, il en manque 12, et puis qualifié avec 2 points, qui fait des limonades en finale. Ouais, c'est clair. On a un respect du public, des partenaires qui donnent de l'argent, donc on doit donner un spectacle de premier choix. C'est comme les remises de récompense, il faut mettre aussi en valeur. Je fais un petit parallèle avec la barque. La barque, ça attire jamais personne. Ça se remet une remise de coupe, machin, où il devrait y avoir un peu d'éclat, parce que les mecs, ils en ont bavé quand ils tirent. Et après, ça y est, on fait ça comme si c'était, allez, tiens, on va aller. Non, il y a des choses à mettre en place, et puis les gens qui viennent, il faut qu'ils soient en tenue pour recevoir des gens, pour dire c'est pour la chienlit, et puis voilà, quoi. Mais moi, je reviendrai à des choses simples, et on aurait moins de blessés. Et puis dans la tête des gens, je passe les éliminatoires, je vais en demi-finale. C'est mieux que de dire, lui, il est qualifié, il est pas venu, mais comme il en fallait 12, enfin maintenant c'est revenu à 8, mais il en fallait 12, on a pris il avait jeté qu'une fois, il a fait 2 points, on le prend. Et le mec, il est champion de France de 12, des fois ils y sont pas. Il faut pas trop le dire, parce qu'après les instances au-dessus, ils vont dire, attends, mais c'est quoi cette fédération? Champion de France de 10 mètres. On fait sourire.
par rapport à eux, là-bas en bas, où ils jouent jusqu'à 70 ans, tous dans la même catégorie. Ils se rentrent dedans, mais ils tapent hein, quand même. Faut pas. Mais ils ne se brisent pas, hein, sauf s'ils tapent la tête sur la Tintaine. Mais elle est spectaculaire, ça fait des beaux plongeons, c'est coloré, ils ont une tenue adéquate. Le fait de la surélévation, et puis alors du public, nous la région elle se vide. Alors que là-bas, tous les mecs qui passent, c'est gavé de monde, mais c'est toujours des gens qui passent, qui restent un quart d'heure, 20 minutes, il y a un échange. Tu vois, chez nous, on a fait les demi-finales à la Coupe de France, il y a des clubs qui n'ont pas voulu y aller parce que c'était trop loin. C'est scandaleux, moi je le dis, c'est scandaleux. Mais après, quand ils pleurent pour faire une demi-finale ou une finale, on leur donne. Je dis, vous leur donnez un billet pour sortir, aller au pissenlit, et puis c'est tout, quoi. Mais non, mais c'est. Après, entre les sociétés, il y a toujours un petit peu de challenge, de machin. Mais ça fait partie du jeu. Mais ça doit s'arrêter quand on sort du tabagnon. Les seuls qui y viennent, s'ils arrivent à se chipoter, à se brancher pour des conneries, parce qu'ils sont tous arbitres hein, sur la berge. Hein. Donc voilà, il faut. Voilà, je sais pas, tout le monde a un peu à se taper sur le ventre pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, on juge avec notre population, notre site, voilà. Et est-ce que tu penses pas que la venue de la position jambe tendue, ça n'a pas aussi joué sur le fait qu'on on arrive à quelque chose de plus, on va dire, ce que les gens appellent la championite. Parce que si, par exemple, tout le monde était resté, on va dire, jambes cassées, ça aurait peut-être aussi changé. Alors, je ne veux pas détruire ceux qui ont né jambes tendues. Ah non, c'était une évolution, c'est vieux, hein, les Ganet, les frères Bass, les machins, c'est eux qui avaient trouvé. Bon, mais ça s'ajoutait un peu différemment. Il y avait pour les motos, il y avait pour les... c'était à la rame, etc. Mais là, moi je dis que la règle, elle devrait être jambes semi-cassées parce que t'es pas bloqué. Les articulations, si c'est comme ça, eh ben, elles jouent toutes sous l'effort. Quand elles sont calées comme ça peut casser, péter n'importe où. Hein. Donc même d'un point de vue sécurité, pourtant... mais la sécurité du jouteur, hein, on est bien d'accord. Ouais. Moi je dis c'est un sport, comme il est pratiqué, il est trop traumatisant. Et puis, tu sais, les lances, quand tu es comme ça bloqué, pour que ça fasse du cintre, c'est pas pareil. Parce que quand tu as un jouteur semi-cassé qui a des reins, qui a des bras, qui a du torse, il fait monter la lance. Que quand c'est trop plat, ça fait poum. Il n'y a pas cette latence de laisser du temps au temps quoi, pour faire le coup de joute. Quoi. Et médicalement, vous en parlez à qui vous voulez dans le monde sportif, n'importe quel sport. Quand on parle aux médecins, ils nous prennent pour des fous. Voilà, c'est tout. Quoi. Et moi, je veux dire que, tu vois, quand ils sortent de l'école d'arbitrage, eh ben, au moins dans un premier temps, ils sont en pleine croissance, les gamins. Là. Ils deviennent cadets. Eh ben, on devrait encore en cadet leur faire mettre la jambe semi-cassée. Je dis pas comme ça, mais comme ça, quoi, un petit peu, pour que c'est le temps de donner un peu de souplesse. Dis-moi la différence d'un gamin qui a ajouté jambe semi-cassée à l'école de joute, hein, et puis l'année d'après, il se met gambaro. Dans sa structure, dans son corps, son squelette, qu'est-ce qui a changé? Il a pris un an de plus, hein. Bon, un peu de... Mais guère plus, c'est le danger le même. Après c'est ça. On me demande quelle a été ta plus grande joie. Et la plus grosse déception, on en a un petit peu déjà parlé tout à l'heure, mais ta plus grande joie en tant que président des arbitres. C'est vrai, ça, on a parlé des déceptions, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir des finales où tu te dis, je sais pas, là par exemple, on a fait une super finale. Je vais pas hiérarchiser ou stigmatiser. Je veux dire, toutes les finales sont belles. Mais si vous faites une finale et puis qui en pisse comme ça, ou un grand soleil comme aujourd'hui, la cohésion du public, des équipes et des jouteurs, elle n'est pas la même. La difficulté pour les barreurs, pour tout un tas de choses. Pour faire une belle finale, il faut déjà que dans les conditions requises, contrôle du matériel, enfin tout un tas de choses, soit faites pour avoir zéro défaut, hein, parce qu'on élimine déjà les soucis. Et puis après, eh ben c'est moi j'aurais tendance à dire essayer de faire des lances un peu plus souples. Alors après pour gagner, comme à chasse. Oui, ou ailleurs.
Non, mais je veux dire, comment dire, c'est compliqué parce qu'il faut bien arriver à trancher, mais les plus belles finales, c'est quand le beau temps est là, que les gens y trouvent du plaisir, que moi je les ai toutes vues belles avec des degrés différents, mais j'ai jamais été déçu de la finale parce que c'est pas de la faute de ceux qui l'organisent. Il y a tellement d'éléments extérieurs subis, des réglementations aussi. Pour faire une finale maintenant, c'est plus comme dans le temps. Hein. Ouais. Et défense de rentrer de l'alcool, défense de faire ci, défense de faire ça. Bon, et les gens, à la joute, ça boit un peu. Mais il faut l'endiguer, il ne faut pas que ça déborde. Et après, des chamailleries toutes bêtes, alors si on veut la valoriser, il faut qu'on soit guerrier, pas ennemi, adversaire. C'est déjà bien suffisant. Voilà. Mais moi, je les trouve toutes belles. Après, il y a des sites qui s'y prêtent mieux que d'autres. Voilà. Et puis après, les finales, il faut qu'il y ait de la tenue, il faut qu'il y ait des propos. Ce qui manque un peu maintenant, moi, je m'efforçais, quand j'avais le micro, d'expliquer les fautes. Ouais. Ou de dire, avec des fois un peu d'humour, je sais pas, sans vexer les gens, mais des fois tu fais un jeu de mots par rapport au nom, prénom, un coup de joute. Il y avait toujours un petit commentaire. Ouais, mais après quand c'était, je me rappelle, quand les gens, je disais stop, j'explique. Et paf, paf, paf. Et voilà. Mais s'ils ne donnent pas d'explication, les gens ne peuvent pas comprendre. Je t'ai posé beaucoup de questions. Je pense que je les ai toutes posées personnellement. Donc là, on va arriver à la fin de notre petite discussion. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Ah vous produisez. Tu as annoncé énormément de champions de France dans ta carrière. Ouais. Mais pas moi. Écoute. Est-ce que tu pourrais me faire le plaisir de m'annoncer? Je te fais le plaisir de te serrer la main, mais si tu dois gagner, tu gagneras. mais si tu dois perdre, tu perdras. Tu es champion de France des seniors légers pour l'interview. Je me contenterai de ça. Faut que j'aille au bout du coup cette année. Ça va être compliqué. Hein. Il y a Alexis Bosson quand même. Surtout que c'est pas moi qui arbitre. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci Pierre. Vous en tirez ce que vous voulez, hein, j'ai beaucoup parlé. Tu m'as envoyé d'autres questions? Voilà. Ouais, mais les filles, je vais aborder plus avec. Par contre, qu'il y ait des filles, c'est bien. Le problème qu'on va avoir, c'est dans les compétitions, comme ça, pour régler les créneaux, pour passer un bon moment, que les gens, comme avant, les seniors lourds, ils sont toujours punis. Ils passent à 19h, 20h, il y en a qui se désinscrivent, parce que c'est trop long, quoi. Et c'est trouver un créneau pour pas qu'on se et on n'est pas assez nombreux etc. pour faire des sites différents. Et puis partager les clubs. Tu vas dire aux filles, allez, vous irez jouer à la Roche de Glin, et puis vous à, je sais pas moi, à Ternay, n'importe quoi, ou à Givors, ou je sais pas. Et le club, il n'a pas envie de se scinder, il veut rester uni. Puis il y a aussi le souci des catégories. Les filles, elles sont peu nombreuses pas assez nombreuses pour faire des catégories de poids. Oui. Et du coup, il faut faire des catégories d'âge. Et il y a ce souci-là aussi. Il y a certaines filles. Moi, je trouve que là, la segmentation, elle est bonne par rapport au nombre qu'elles sont. On peut pas faire mieux. Si on commence à les mettre par poids, je trouve que après, ça c'est mon avis. Mais aussi, il y a tous ces soucis-là. Et je pense que pour les filles, faut faire en sorte de faire les bonnes catégories pour attirer du monde. Et à terme, elles auront leur catégorie. Mais du coup, le nouveau problème, ça sera le nombre de catégories sur le week-end. C'est ce que je suis en train de dire là. Même déjà là, ça coince. Ouais, c'est clair. Mais bon, après. C'est des questions qui se poseront. Après, il faut évincer personne parce que les filles, maintenant, moi j'ai toujours dit, homme ou femme, une voix, c'est une voix. Bon, dans la vie et dans le sport, ça doit être pareil. Mais bon, c'est facile à dire et difficile à mettre en œuvre. Hein. Et nous, ça va être dur à sauver la joute. Hein. Tu penses? Ben oui, parce que tu as beaucoup de jeunes qui sont barrés par un autre sport, le foot, le rugby, risque d'accident. Non, tu vas plus faire ça, tu peux plus jouer. Dès qu'on arrive à un certain niveau, ça bloque pour certains. Il y avait eu Enzo Bailly, je crois, à Chavanais, qui n'avait pas pu faire la finale. Il joue debout. On est un sport secondaire en fait dans la hiérarchie des sports. Donc, mais heureusement qu'il y a ces sports parce que pour ceux qui les font, ça les prépare aussi. Voilà, ils se préparent mieux physiquement que à la joute, le mec qui commence à s'entraîner 15 jours avant de monter sur le tabagnon. Quoi. Et tu fais pas une muscu. Ouais, c'est clair. Voilà.
Bon, Bon, bah, tu es quand même champion de France de l'interview. bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci Pierre, c'est Ah, gentil. si un jour j'ai l'occasion à un micro, là, je tâcherai d'y penser. Je te mettrai devant tout le public, je présente les nouveaux champions de France de l'interview. Ça me rend heureux, ça.